Oui, allô. Oui, bonsoir, monsieur Bongali. Oui, c'est moi. Oui, Samuel, animateur de la web radio Ville Lumière. Comment allez-vous? Oui, tout va très bien à vous. Ça va, merci beaucoup. On s'était déjà parlé au mois de janvier. Je ne sais pas si vous vous Exactement. souvenez. Voilà. Et donc, eh ben, ce soir, on vous a sollicité, comme vous le savez, pour vos lumières au sujet de la Première Ligue, à la veille de ce match historique qui va opposer donc Chelsea au Paris Saint-Germain. Donc, Mhm. on aimerait revenir avec vous sur cette semaine décisive pour le club de la capitale, donc qui a commencé mercredi dernier par le match aller et qui se terminera ou pas demain. Donc voilà, dans un premier temps, j'aurais souhaité avoir un petit peu votre vision du match de mercredi, le match aller, ce que vous en avez pensé, ce que vous avez ressenti en voyant ce PSG-là, et surtout les échos qui a eu ou qui a pu avoir le lendemain en Angleterre et les jours qui ont suivi. Alors déjà, mon regard sur ce match aller, c'est vrai qu'il y a eu trois périodes, on va dire, dans ce match. 10-15 premières minutes où on a vu du très très bon PSG même. Un PSG très haut sur la pelouse, un PSG qui a étouffé vraiment cette équipe de Chelsea. Donc c'est vrai que, avec évidemment ce but, je l'avais dit, mais j'ai presque envie de dire, j'ai dit presque, hein, que ce but est anecdotique. Tant sur le papier, sur ces 15 premières minutes, le PSG a été très fort, voilà, tout simplement. Ensuite, vous avez 30 minutes où Chelsea a compris, je ne sais pas ce qu'on veut dire, comment jouer le PSG, notamment avec une chose remarquable, très importante, la prise en main des deux milieux de terrain. Si Zlatan, on ne l'a pas vu puisqu'on va réévoquer le cas du Suédois, c'est parce que Blaise Matuidi, notamment, a été moins bon en première période, notamment dans ces 30 fameuses minutes, ainsi que Marco Verratti et même Thiago Motta, les trois milieux de terrain, on les a moins vus, et donc ils ont forcément donné moins de ballons devant, je pense notamment à Zlatan Ibrahimovic. Et puis, donc vous avez fait deux périodes, et puis la troisième période, c'est évidemment les 45 dernières minutes, où là, on a vu autre chose, et on a vu effectivement un PSG plus qu'intéressant, et surtout, j'ai eu cette vision d'un Chelsea totalement cramé, passez-moi le terme, en tout cas très fatigué, et les gens en a bien profité, surtout après la sortie de Zlatan Ibrahimovic, là aussi on aura l'occasion d'en reparler. Donc voilà, trois périodes qui ont pu démontrer en tout cas une évolution dans le match, avec effectivement un truc positif pour le PSG. Et dans votre autre partie de question, vous évoquiez la vision anglaise. C'est vrai que les Anglais, et notamment la presse anglaise, a été très surpris par le PSG. Avant le match, il faut rappeler une chose, c'est que ce PSG attisait, on va dire, la curiosité, forcément les noms que l'on évoque quasiment au quotidien quand on pense au PSG, je pense à Ibra, à Edinson, Cavani et plein d'autres évidemment, mais la presse anglaise quand même se posait des questions quant à ce PSG face à un grand Europe, et c'est un fait, au final, mis à part Barcelone l'année dernière, au final, et on sera d'accord sur ce point-là, le PSG n'avait pas eu de test depuis 2 ans, au final, hein, Bien face à sûr, un bien grand, sûr, vrai grand Européen, bien donc sûr. c'était ce qu'on attendait. Et au final, au lendemain de la rencontre, il faut reconnaître que la presse anglaise a été surprise de manière négative pour les Anglais, forcément après ce beau match du PSG, et notamment étonné par cette équipe, donc je disais du Paris Saint-Germain qui a beaucoup surpris. D'accord, parce que finalement, les Anglais s'attendaient peut-être à un match un peu plus facile. On en avait parlé au mois de janvier et vous nous disiez que justement, dans leur vision du PSG, c'était de la curiosité, c'était ni de la C'est crainte, ça. ni de la peur, ils étaient vraiment curieux de les voir à l'œuvre en fait. Voilà, voilà. Mais j'ai envie de dire, alors là on parle de l'Angleterre, mais j'ai presque envie de dire, nous tous, on peut se mettre dedans aussi. Au final, on voulait savoir ce que pouvait donner ce PSG face à un grand, puisque cette année on va à panier, hein, mis à part Monaco et encore Monaco, où il y avait eu ce 1 partout, il n'y a pas eu de vraie énorme tête pour ce PSG. Je ne parle pas de Leverkusen ou de Benfica avec tout le respect qu'on a pour ces clubs-là. Donc on attendait aussi ce que pouvait donner ce club. Et en Angleterre, c'est vrai que l'année, tiens, d'ailleurs je vais vous dire, en feuilletant notamment les divers titres de la presse anglaise, on voyait souvent et régulièrement, bien entendu, les noms, par exemple, de Zlatan Ibrahimovic, on voyait les noms de Cavani, Cavani qui revenait très souvent, puisque forcément, Johan Mhm. Cavani continue d'avoir une cote importante en Angleterre. D'ailleurs, on s'étonne très souvent, avant le match, en tout cas, on s'est beaucoup étonné du fait que Cavani n'était pas titulaire dans cette équipe du PSG, lui, qui a été si bon forcément à Mhm. Newcastle. En revanche, il y a un nom tiens, qui revenait que très très peu dans la presse anglaise, celui de Laurent Blanc.
Je suis convaincu aujourd'hui, alors peut-être aujourd'hui un peu moins, mais encore à la veille du match aller, vous allez faire un sondage en Angleterre auprès des supporters de foot, qui est l'entraîneur du PSG, très peu pourra vous dire Laurent Blanc. Et oui, Laurent Blanc, c'est pas, entre guillemets, ce n'est pas dans l'esprit, on va dire, dans la tête, Carlo Ancelotti, ce n'est pas José Mourinho, c'est un ton en dessous. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y avait tout ce phénomène de curiosité, mais pas forcément de peur autour du PSG. Non, bien sûr, bah, je pense qu'après, par rapport à Laurent Blanc, c'est le regard qu'ont pu avoir beaucoup de gens à sa signature au PSG. Donc forcément, si nous, on a eu ce regard assez sceptique, est-ce que Laurent Blanc y arrivera? Enfin, alors eux, c'est en plus qui est Laurent Blanc, enfin, même s'ils l'ont connu sous les couleurs de Manchester, en tant qu'entraîneur, c'est une énigme pour eux encore. Voilà, c'est exactement ça. C'est que on sent qu'il y a quand même dans les propos anglais, attention, un respect quand on pense à Laurent Blanc, mais pas plus. Voilà, il a été joueur de Manchester, il a été respecté par Sir Alex Ferguson. Rappelez-vous, encore Fergie, pas forcément l'année dernière quand il part, mais auparavant, quand on évoquait déjà son départ les dernières années, on disait Laurent Blanc pourra le remplacer. Donc, il y a quand même du respect pour Laurent Blanc. Mais il y a eu l'expérience quand même équipe de France, et même pour nous, vous l'avez dit, nous aussi on était sceptiques lorsqu'il était arrivé au PSG, après la période d'équipe de France qui a été quelconque pour pas dire autre chose. Donc on disait, et en Angleterre on disait, j'utilise le passé désormais, vous l'avez compris, on disait que vaut ce Laurent Blanc. Voilà, on est un peu moins sceptique aujourd'hui. Je tiens, et on va de toute façon l'aborder, je tiens quand même à conserver un bémol, il y a encore un match retour quand même. Bien sûr, il y a un match retour qui va aussi se jouer là-dessus et c'est important que vous ayez souligné cet aspect de la rencontre, donc l'aspect technique, parce que vous avez quand même d'un côté Mourinho qui est d'une habilité, j'ai envie de dire sans comparaison dans le monde du football, pour manier aussi bien il peut retourner l'esprit des gens, il peut de loin faire en sorte qu'une équipe arrive en position de faiblesse, alors que ben, sur le papier, sans prétention aucune, je pense que Paris a les moyens total de rivaliser, ils l'ont prouvé. Et maintenant, il va y avoir ce deuxième match finalement, et je pense que c'est là où ça va jouer. Comment Laurent Blanc va aborder tactiquement les choses, même si je pense qu'il il touchera pas beaucoup à son schéma habituel, et comment José Mourinho, lui, va faire en sorte de contrecarrer ce schéma tactique, parce qu'au match aller, on a vu que son petit coup de poker n'avait pas spécialement été judicieux au deuxième temps. Exactement. Alors, je vous interromps puisque effectivement vous évoquiez maintenant ce coup de poker et le bluff, José Mourinho est peut-être l'un des meilleurs du monde à ce niveau-là. Je vais réutiliser mon propos en deux points. Le premier point, d'abord, avant d'évoquer le bluff, c'est le côté retournement de cerveau. Il y a quelques jours, quelques semaines, Samuel Eto'o était chez nos confrères de beIN Sport, et notamment il a dit une chose très forte, avec une phrase en disant que, alors je vais pas, je cite ses propos, je vais pas le dire parce que de quelques jours on va affronter le PSG, mais José, il sait nous dire des choses avant des matchs, pendant la préparation, des choses qui nous, alors je sais plus évidemment le terme qu'il utilisait, mais en gros, en substance, c'était qui nous chamboulent justement le cerveau et qui nous permettent de nous donner à fond. Et c'est là où effectivement José Mourinho est particulièrement attendu, c'est dans ses mots. Les mots qu'il va utiliser ce soir et demain matin vont être des mots très forts, à coup sûr, pour cette équipe de Chelsea. L'autre chose, le bluff, je l'évoquais, il y a une chose importante évidemment, le bluff et le poker, la partie poker qui n'a pas été réussie lors du match aller, notamment avec Schürrle qui avait été titularisé à la place de Fernando Torres, et on a vu ce que ça a donné. Pauvre Schürrle qui, faut-il le rappeler, n'est même pas à la pointe à la base, il est sur les côtés, il n'est pas son poste de prédilection, c'est ailier, c'est pas en point. Fernando Torres est entré, il a été catastrophique. Ce week-end, il était titulaire, il a été catastrophique. Et le bluff justement concerne Samuel Eto'o. C'est lui, à mon sens, la clé aujourd'hui de cette rencontre. Pourquoi Samuel Eto'o, on le rappelle, il était blessé après le Chelsea Arsenal il y a quelques jours en championnat. Il a été préservé. José Mourinho reste très nébuleux, très flou, même aujourd'hui en conférence de presse. On ne sait pas si Eto'o sera là ou pas. Il s'est aujourd'hui entraîné à part tout seul, mais il reste très incertain. Si Eto'o est là, je pense que le PSG peut avoir peur. Si Eto'o n'est pas là, le PSG n'aura pas à avoir peur. D'accord. Après, c'est sûr qu'un joueur qui a l'expérience d'Eto'o et qui plus est son talent, bien qu'il soit relativement
dissipé par rapport à ses grandes années au Barça. Oui, vraiment, j'insiste vraiment sur ce mot talent. Talent. Ne parlons même pas de. Enfin, expérience, si, vous avez raison, hein, évidemment, il en a de l'expérience. Mais j'ai envie de dire, Torres aussi, on a quand même de l'expérience. Mais à un moment donné, le talent, ça compte. Eto'o a été capable en janvier de vous mettre un triplé absolument merveilleux contre Manchester United. Lors du Chelsea Arsenal, il met un but sublime face à Arsenal avant de se blesser, d'ailleurs, justement. Enfin, c'est un joueur. Dans le système de Chelsea, on va parler un tout petit peu tactique juste pour qu'on comprenne bien. À l'aller, c'est ce qui a été tenté et ce qui sera fait aussi en partie demain, par rapport à cette vitesse. Le Chelsea a de la vitesse, Hazard a de la vitesse, Oscar, on a aussi Willian et Eto'o évidemment. Dans ce système, avec donc beaucoup de vitesse demandée, Torres en pointe, on n'en a pas. C'est un fait, et il n'en a plus, hein, puisqu'il y a une époque, à Liverpool, évidemment, il en avait. Si vous avez Eto'o en pointe, ça change tout. Avec Eto'o, vous pouvez entre guillemets, j'utilise ce terme entre guillemets, effrayer la défense du PSG, qui reste quand même évidemment une défense expérimentée, mais Eto'o peut faire mal. Torres, vous pouvez le prendre en un contre un. Eto'o, non. Ça compte. Eto'o, vous pouvez potentiellement avoir deux joueurs, vous devez avoir deux joueurs sur lui. Torres, un seul, ça suffit. Et puis il y a l'aspect psychologique pour les défenseurs aussi, qu'on se le dise. Voilà. C'est pas un secret de polichinelle que de dire que Torres est bien moins impressionnant qu'Eto'o. Enfin, à titre personnel, si je suis défenseur et que j'ai Torres en face, je l'aborde au corps à corps. Si j'ai Eto'o, je me dis, mais voilà, il va aller où? À droite, à gauche? À quelle vitesse il va aller? C'est beaucoup plus impressionnant de l'avoir en face. C'est pour ça que je dis, Eto'o, vous devez presque faire un 2 contre 1, là où avec Torres, vous pouvez ne faire qu'un seul 1 contre 1 simplement, et vous dire que vous avez plus de possibilités. Il y a quelques années, évidemment, ce n'était pas ça avec Fernando Torres. Rappelez-vous, avant ces pépins physiques, c'était quelqu'un qui, de l'épaule, malgré ça, on a l'impression effectivement qu'il reste relativement fluet, mais c'était quelqu'un qui était très costaud, Torres, et qui allait donc très vite, et on a vu avec tous les buts qu'il avait pu marquer à Liverpool. Eto'o, aujourd'hui, j'ai envie de comparer entre guillemets, et entre guillemets, au Zlatan de Chelsea. Pourquoi aujourd'hui, Ibra donc, ne sera pas là demain. Ibrahimovic, ça reste, évidemment, ça reste un joueur qui peut marquer, même si l'allée n'a pas été bon pour lui, ok. Mais ça reste un joueur déjà qui peut marquer évidemment à tout moment. Mais surtout, symboliquement, lorsque vous êtes défenseur de Chelsea, vous vous dites, oh là là, j'ai Ibrahimovic en face, j'ai pas Erwin Ngenda avec tout le respect qu'on a pour le jeune parisien. Donc on a de la tête un minimum de réflexion et puis surtout on dit oh là là, ça peut faire ça, ça peut faire ça, ça peut faire ça. Bref, il y a pas mal de choses qui cogitent dans la tête. Et bien de l'autre côté, quand vous avez Samuel Eto'o évidemment en face de vous, et bien là, c'est la même chose. Au final, vous dites oh là, il peut faire pas mal de choses, il peut également jouer avec Eden Hazard, il peut jouer en leader, bref, il y a plein de choses qui se passent là où c'est parfait, c'est malheureux, il faut le dire, El Niño, ce n'est plus El Niño. Et c'est en ça où le troisième but de Pastore mercredi offre un bol d'air frais relativement important parce que je pense qu'à 2-1, psychologiquement, le PSG n'y serait pas allé de la même manière. Donc après, peut-être que vous avez quelques infos à nous donner par rapport à ce qui peut se préparer. Comment Mourinho va aborder les choses, même si au premier abord on peut imaginer que demain, mis à part tout envoyer pour aller au but le plus vite possible. Attention à deux choses. Déjà, on l'oublie quand même d'ici, puisqu'on reste sur ce match aller où effectivement le PSG était brillant, bien évidemment. Mais il ne faut jamais oublier que Chelsea, quand même, est excellent à domicile. On a juste tendance à l'oublier. Chelsea, par exemple, sur les 7 derniers matchs. Je prends un exemple, 7 derniers matchs de compétition confondus, c'est 0 but encaissé quand même. Et c'est pas des tocards qui sont venus, hein. C'est des Arsenal, des clubs de Ligue des Champions. Voilà, il y a quand même déjà un niveau. Alors évidemment, on va dire que le PSG est très bon, ok. Mais déjà, c'est simplement cette symbolique forte qui est très importante aussi pour montrer la force de l'équipe à domicile. Cette équipe ne prend pas de but ou très peu de but. Il n'y a eu qu'une seule défaite à domicile, c'était en septembre dernier. Ça remonte quand même à un bout de temps. Donc déjà, défensivement, cette équipe est très bonne. Cette équipe également, elle a aussi fait une chose importante, démarre en règle générale très fort ces rencontres. Ça va jouer, alors c'est presque bateau de le dire, mais là encore plus, ça va vraiment jouer dans le premier quart d'heure. Si au bout d'un quart d'heure, le PSG ne prend pas de but, parce que le Chelsea, à coup sûr, va pousser dans le premier quart d'heure. Ça, c'est un fait. C'est indéniable. Le Chelsea va pousser. J'ai envie de dire, plus que pour marquer un but. Alors évidemment, s'ils peuvent, ils ne vont pas s'en priver, mais pour montrer qui est patron. Le PSG
c'est la maîtrise du ballon, c'est le fait de poser le jeu, etc. José Mourinho va devoir jouer un petit peu contre ce qu'il aime faire, c'est-à-dire accaparer le ballon, parce que demain, face au PSG, il va devoir justement prendre ce ballon pour avoir un maximum de munitions. Donc, dès le début, Chelsea va avoir cette volonté, accaparer le ballon, accaparer et prendre un maximum de munitions pour donc pouvoir gêner cette équipe du PSG. Alors, plus que marquer un, encore une fois, c'est impressionner le PSG dès le début et montrer qui est le patron sur la pelouse. Ça va être ça la mission de Mourinho et de Chelsea, c'est dès le début de la rencontre, étouffer le PSG. J'ai envie de dire ça. Après, s'ils peuvent se permettre de mettre un but, évidemment, ils vont le faire. Ça va être ça, hein. À coup sûr, ça va être ça. José Mourinho ne va pas pouvoir se permettre de patienter, de se dire on a 90 minutes pour mettre 2 buts, on peut largement faire. Non, José Mourinho va devoir attaquer dès les buts, c'est certain. Oui, je pense qu'en plus de ça, c'est un homme relativement avisé et il sait aussi que, comme nous, de notre côté, ce qui peut nous rassurer grandement, c'est que Paris, cette année, c'est quasi automatique. Il marque tout le temps, mis à part contre Evian. À une ou deux exceptions près cette saison, il marque en permanence. Donc du coup, nous, en tant que supporters, on se rassure en se disant on peut perdre, mais on a la presque certitude que sur un coup de pied arrêté, si le match ne tourne pas en notre faveur, on peut marquer. Je pense que Mourinho sait ça aussi. Donc du coup, comme vous dites, il va jeter toute ça dans le premier quart d'heure et il va être décisif dans le sens où si Paris arrive à ne pas encaisser de but dans ces 15-20 premières minutes, ils vont réussir à tenir un peu le ballon parce qu'ils ont les joueurs pour. Et là, ça va être quelque chose de jouable. Et je pense que les Anglais, aujourd'hui, ont peut-être la vision qu'ils n'avaient pas il y a une semaine. Ils ont une crainte. Ils sont peut-être confiants, parce que rien n'est joué après tout. Mais maintenant, à défaut d'être curieux, ils nous craignent peut-être un peu plus. Mais c'est exactement ça. J'ai envie de dire, de manière un peu vulgaire, que le match allait un peu rabattu de taquet des journalistes, même anglais, qui se sont dit ah, ce PSG, c'est peut-être pas si mal que ça finalement. On va rappeler qu'en Angleterre, évidemment, le championnat français est peu vu au final, même si les matchs du PSG sont régulièrement vus, puisque le PSG joue assez souvent le dimanche soir, et le match du dimanche soir est diffusé en Angleterre sur BT, qui est un peu l'équivalent de beIN Sport pour simplifier. Donc les gens arrivent à voir quand même le PSG de temps en temps. Mais le truc, c'est qu'évidemment, on avait toujours dans la barre un regard assez particulier, parce qu'on disait, oui, le PSG joue une fois, il n'y a pas si longtemps, c'était un PSG Saint-Etienne un dimanche soir. Ouais, enfin bon, ils ont battu Saint-Etienne, c'est pas non plus Saint-Etienne, c'est que Saint-Etienne, quoi. Bon, voilà, ils avaient évidemment cette image un peu quelconque. Ce match aller a effectivement impressionné, et c'est d'ailleurs pour cette raison aussi, encore plus, alors je vais peut-être être un peu pessimiste, mon excuse pour les supporters du PSG, mais je veux essayer de donner toutes les clés, un maximum de clés quand même, de compréhension. C'est dans ce genre de situation où, à mon sens, José Mourinho est peut-être le meilleur. Justement, un peu, on va dire, sous pression, un peu dos au mur, c'est là où José Mourinho, et c'est fou d'ailleurs de dire José Mourinho, alors qu'il y a quand même des joueurs qui sont sur la place, mais c'est vrai que c'est lui presque la star de cette équipe, c'est là où José Mourinho va avoir, ou a en règle générale, des mots tels qu'il sublime à ce point les joueurs qui deviennent des robots tellement bien machinés, passez-moi ce néologisme, qui sont prêts à ainsi jouer face à leur adversaire. C'est peut-être là où ça peut être aussi inquiétant pour le club du PSG, pardon, ce match aller a montré, on va dire, tellement de défaillance du côté de Chelsea, que là, Chelsea se dit, oh là là, c'est maintenant qu'on est attendu. Et ça me fait penser, alors c'était pas Mourinho, évidemment, le entraîneur il y a 2 ans, mais rapidement, au 8e de finale des Champions, le PSG s'était incliné face à Naples, le PSG, j'y arrive, Chelsea, pardon, s'était incliné face à Naples, 3 buts à 1 au match aller. À ce moment-là, et je me rappelle très bien d'ailleurs de la presse locale, également de la presse anglaise, avant le match, c'était un peu pareil. Ce Naples, c'est pas mal, mais bon, Cavani, il avait dit, c'est sympa, mais bon, c'est des joueurs qui quand même restent moindres, et puis ils n'ont jamais fait de grotesque face à un grand européen, etc. Le match aller 3-1, Chelsea détruit, Ashley Cole à la rue, bref, et au retour, un déchaînement. Un Chelsea extraordinaire et une victoire 4 buts à 1 pour Chelsea après prolongation. Et Chelsea donc s'était qualifié. Je ne dis pas que le score sera le même, évidemment, je pense sincèrement que Chelsea peut être en tout cas dans ce même état d'esprit, en mode là on leur rentre dedans entre ces Parisiens. Ils peuvent se dire ça évidemment. Je pense qu'ils vont se dire ça après,
là où effectivement l'aspect tactique va compter énormément, c'est que Paris compte dans son effectif ce qu'on appelle plus communément des fusées, en la personne de Lavezzi et Lucas, que Mourinho le sait, et du coup, on peut aussi se dire que voilà, ils vont avoir ce quart d'heure de folie histoire d'impressionner, mais qu'à côté de ça, ça reste des professionnels, que Mourinho sait très bien qu'en une perte de balle, Paris a cette capacité de remonter extrêmement vite et d'une manière très propre. Donc il ne faut pas non plus... voilà, on a des points où on peut être inquiet parce qu'effectivement c'est Stamford Bridge, mais je pense qu'on a aussi quand même beaucoup de choses auxquelles se raccrocher. Et je pense que le combat va vraiment se jouer sur le banc plus que sur le terrain. Il y avait une chose que j'avais évoquée notamment lors du match aller, avant la rencontre, chez vos confrères de Europe 1. Je leur avais dit une chose qui avait aussi une clé. Et là, j'avais déterminé cette clé comme étant, enfin le joueur comme étant la clé décisive, paradoxalement. Ce n'était pas forcément un joueur qui allait marquer, mais pour moi la clé, et sans blague, c'était Marco Verratti. Et vraiment, c'était celui sur lequel j'avais vraiment insisté fortement, en expliquant notamment que le joueur est évidemment talentueux, ça, personne ne va dire le contraire, enfin voilà. Le souci est, et je continue d'insister, et je vais réinsister pour demain, attention, il aime, on le fait caresser la balle, il aime jouer avec le ballon, il aime faire tout ce qu'il veut avec le ballon. Attention à ces pertes de balles qu'il a pu réaliser là aussi lors du match aller, qui n'ont pas été au final graves, heureusement, mais il aime parfois jouer avec cette balle et donc perdre ces petits ballons à 30-35 mètres des buts. Vous avez des TGV, vous avez des fusées au PSG évidemment, vous en avez aussi au Chelsea, on le sait. Et demain, si Marco Verratti vient à perdre ses ballons à 30 ou 35 mètres, ça peut faire extrêmement mal. C'est là où Marco Verratti, s'il veut devenir un grand joueur, il va devoir épurer son jeu. Oui, il a un talent technique fou et tout ce qu'on veut, on est ok. Demain, il va devoir être simple, être efficace. Il a cette balle, il est gêné. S'il peut même, c'est pas la première solution, mais quitte à dégager en touche, ce n'est pas grave. Mais qu'il ne fasse surtout pas des pertes de balles à 30 ou 35 mètres. C'est ça qui pourrait être fatal pour le PSG demain. Faut espérer qu'il fasse comme lors de son premier match avec le PSG. C'était déjà contre Chelsea aux États-Unis en match de préparation. Exactement. Il s'est fait cette nuit-là d'ailleurs, parce que le match était à 2h du matin, où tous les supporters noctambules, dirais-je, ont pu s'apercevoir déjà de son énorme talent. Il avait déjà tenté des petites roulettes dans la surface. C'était pas le même Chelsea, c'était pas Mourinho, mais voilà, il a aussi fait une interview cette semaine en disant que c'était son jeu, sa manière de voir les choses, qu'il écoutait Laurent Blanc que d'une oreille. Et que si on l'empêchait d'être ce Marco Verratti là, autant qu'il reste chez lui à regarder les matchs à la télé. Je veux bien le plaisir. Le plaisir, d'un côté, j'ai envie de dire, c'est beau ce qu'il dit. C'est vraiment, hein, parce que, voilà, au moins c'est un joueur, vous savez, il y a eu d'autres joueurs, et on le sait par le passé, qui n'étaient là, et qui ne se sont jamais cachés, d'ailleurs, qui étaient là en tant que professionnels. Voilà, c'était leur travail. Ils étaient là pour jouer, pour s'entraîner, et prendre leur salaire, et il n'y a rien à redire là-dessus. Si tu es comme ça, il n'y a pas de souci. Il y en a d'autres, et Marco Verratti est ainsi aussi, il dit, moi j'aime quand je prends du plaisir sur le terrain, j'aime dribbler. C'est très bien. Il y a des moments, il y a dribbler et dribbler. Il y a des moments, tu peux dribbler avec tout le respect qu'on a face à une équipe de CF1 de France, et tu peux dribbler face à Chelsea en quart de finale de Ligue des Champions. Voilà. C'est là où aussi Marco Verratti doit grandir. Il dit ça comme dans cette vidéo. Ses propos sont forts quand il dit que j'écoute le Blanc que d'une oreille, on fait le sous-entend. Je suis assez d'accord avec ça, c'est très fort. C'est là, alors c'est fort, mais quand même attention à lui, parce que ça reste, toute proportion gardée, c'est un gamin encore. Exactement. Donc il doit aussi quand même écouter, par exemple, je pense que Thiago Silva est suffisamment intéressant auprès de lui pour prendre du temps justement auprès de lui, et il doit aussi écouter des joueurs comme Thiago Silva qui vont dire dégage cette balle, tu t'en fous, tu dégages, pardon pour cette vulgarité, mais c'est en fait, dégage cette balle, ne fais rien d'autre. Voilà. Il doit aussi, je pense, à un moment écouter et pas dribbler à 25 mètres des buts. Surtout pas faire ça. Il y a un moment ça marchera, il y a un moment peut-être pas. Exactement, et si c'est demain que ça ne marche pas, je pense que de lui-même il comprendra que parfois il faut savoir mettre son plaisir entre parenthèses pour faire une passe un peu plus éloignée qu'un petit râteau petit pont qui
qui peut ne pas passer cette fois-là. Après, c'est aussi les frissons du football. J'ai envie de dire que un joueur comme lui, pour un supporter du PSG, on est certain de ce frisson-là à chaque fois qu'il est sur le terrain, de ce moment où on va se dire mon Dieu, ne fais pas ça. Et puis finalement, on le voit sortir d'un petit groupuscule de 3 joueurs. Et puis là, finalement, ce frisson de peur se transforme en exaltation. C'est aussi la magie du foot. Bien sûr, malheureusement, on a besoin de ça. Et je me mets à la place de certains supporters du Paris Saint-Germain au match aller. Quand il a perdu certains ballons à 35-40 mètres des buts lors du match aller, alors il n'y a pas eu de sanction, mais j'imagine et je sens un instant la peur qu'ont pu avoir certains supporters du PSG. Je sens à un moment l'agacement qu'a pu ressentir Laurent Blanc sur le banc. Ça ne devait pas être agréable non plus. Donc c'est bien beau le frisson encore une fois. Oui. En fait, j'essaie d'être le plus pragmatique possible. Et je pense que certains techniciens le sont. D'autre part, peu importe encore une fois, il y a plein d'écoles et on est évidemment tous là et c'est pour ça qu'on aime le football puisqu'il y a plein de visions pour voir de manière de voir le football. Mais il y a un moment où il faut être pragmatique, soit simple, soit efficace et ne dis pas, ne sois pas toujours le Barça. C'est bien d'être le Barça, mais c'est bien aussi d'être le Chelsea de Roberto Di Matteo. Et au final, on a vu qui s'est qualifié pour la finale et qui l'a gagné, qui s'était fait éliminer en demi-finale. Voilà, il y a un moment aussi, il faut être un peu comme ça, quoi. Exactement, il faut savoir se lâcher quand, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sans manquer de respect aux divisions inférieures, il y a des équipes contre qui on peut tenter des râteaux roulettes et il y a d'autres où il faut savoir faire un contrôle-passe à la Thiago Motta ou encore à la Pirlo. Voilà. Enfin, c'est une donnée qu'on n'a pas entre les mains et que c'est lui demain qui nous sortira de son chapeau ou pas une bêtise ou un exploit. Donc voilà. Et moi sinon pour en terminer un petit peu, pour clôturer ce chapitre, ce long chapitre qui dure depuis une semaine et qui tient tout le monde en haleine, petit scoop transfert ou pas, la rumeur Hazard qui a pris un peu d'ampleur ces derniers jours avec sa petite déclaration qui a fait un vif boucan en Angleterre, plausible ou pas? Le problème, c'est que, alors, déjà, on va juste recontextualiser pour que peut-être certains ne l'ont pas vu ou pas vu l'image, puisque après le match face à Paris Saint-Germain, il est allé chez le confrère du Canal+, vêtu d'un maillot du PSG qu'il avait échangé avec un joueur parisien. Et la vision, juste de voir ça, même pas d'entendre ses propos, j'ai envie de dire, de voir ça simplement, ça a beaucoup agacé en Angleterre. C'est vrai que là, sur le coup, il n'a pas forcément été d'une grande intelligence, Eden Hazard. J'ai envie de dire quand même une chose importante. Eden Hazard est adoré notamment par José Mourinho. Vraiment adoré, et c'est pas une blague. Et deux joueurs également qui l'apprécient énormément. On ne va pas parler de finance, puisque financièrement parlant, oui, ça vaut très cher Eden Hazard, mais aujourd'hui, c'est pas avec le PSG qu'on parle de finance, même si on va faire attention. Donc, ce sera l'objet d'un autre débat prochainement par rapport au fair play financier. Ça, ce sera encore autre chose. Mais donc l'argent, ok. Après, Eden Hazard, à mon sens, a encore un palier à franchir en Angleterre. Aujourd'hui, en Angleterre, il est considéré comme étant un bon joueur, et même parfois un très bon joueur. Nous sommes d'accord là-dessus. En revanche, il n'est pas encore considéré comme étant le top player. Il y a des équipes qui ont des top players, Gilberto Lasso Suarez. Il y a d'autres joueurs, City a potentiellement son Agüero par exemple. Chelsea, on ne peut pas dire qu'il a son Hazard. Chelsea a plus son Lampard. Lampard qui est certes un vieux d'Alien, mais qui reste toujours quelqu'un de solide, d'efficace. C'est pour cette raison aussi que je pense Hazard a encore besoin de prouver qu'il est un top en Angleterre, avant pourquoi pas de bouger d'aller ailleurs. Donc, c'est une sensation, c'est un sentiment quand j'ai pu en discuter, pas forcément cette semaine, mais un peu avant, avec d'autres confrères, notamment britanniques et autres. Aujourd'hui, on n'a pas la sensation de voir Hazard partir prochainement. Plus tard, pourquoi pas, mais pas forcément dans les prochaines semaines ou donc lors du prochain match estival. Non. D'accord, donc quoi qu'il en soit, le résultat du match de demain ne peut avoir aucune incidence dans sa vision de son évolution, parce que finalement c'est aussi la question qu'on peut se poser. Est-ce qu'aujourd'hui partir de Chelsea pour le PSG serait une évolution, puisque Chelsea financièrement n'a pas grand chose à envier au PSG? Est-ce que le projet serait plus intéressant
intéressant pour lui? Est-ce que ça serait une évolution Je ou simplement stagner? on va être ça, voilà, pour que les gens comprennent bien. Financièrement, vous l'avez très bien dit, aujourd'hui, on va dire très simplement pour simplifier, PSG égale Chelsea, financièrement. Voilà. On est d'accord. Aujourd'hui, même si le PSG doit encore passer ce petit cap, on sent que le PSG, peut-être cette année, on n'en sait rien, ou dans les prochaines années, a vraiment plus que jamais les capacités de gagner avec des champions. On est d'accord, Chelsea, c'est également la même chose. Sur ces deux choses-là, on est, je pense, là aussi d'accord. La troisième chose, et c'est quand même là où je tiens à le dire de manière très claire, chaque week-end, ou potentiellement chaque week-end, Eden Hazard peut affronter Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, là où d'autres vont affronter avec... Je suis triste de le dire ainsi, pardon pour tous ces clubs qui ont une base en France combien importante, etc. Mais il y en a d'autres qui affrontent chaque week-end des Valenciennes, des Ajaccio, des Lorient, des Evian Toulon-Gaillard, des Sochaux, des Toulouse. Bref, il y a un moment, on parlait tout à l'heure de plaisir avec Marco Verratti. Marco Verratti, je ne suis pas en train de dire qu'il va aller en Angleterre, attention, hein, mais Marco Verratti, je pense que niveau frisson, il en prendrait sans doute plus en Angleterre qu'en France. Enfin, je parle des adversaires. Et je pense qu'Eden Hazard, au niveau frisson, ça doit être quand même un cran au-dessus aujourd'hui en Angleterre qu'en France. Voilà. Donc tout ça additionné, Angleterre. Je ne dis pas qu'à moyen terme, long terme, il ne reviendra pas en France et donc pourquoi pas obliger, ou voire même à Monaco. Vous savez, aujourd'hui, il y a d'autres clubs quand même qui financièrement a l'argent, hein, pourquoi pas pour appeler demain ce genre de joueur, pourquoi pas la SM, on le saura dans les prochaines années, mais voilà, pourquoi pas prochainement, pas forcément du prochain mercato. Voilà. D'accord. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup. C'était un échange extrêmement agréable. C'est aussi pour ça que on a tenu à vous avoir parmi nous ce soir. Et puis, au nom de toute l'équipe, je vous remercie. C'est moi, avec grand plaisir. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, en espérant bien évidemment vous recevoir très prochainement pour pourquoi pas un futur débat sur le FPF qui arrive bientôt. C'est ça, exactement. Et puis pour avoir les retombées de la disqualification de Chelsea, pourquoi pas? Pourquoi pas? On verra ça. J'espère et je le souhaite sincèrement pour les supporters du PSG que cette équipe parisienne puisse passer. Je reste en retrait par rapport à l'éventuel prono. Je pense que ce Chelsea demain sera certainement pas celui qu'on a vu la semaine dernière. On le sait. Même pas un petit prono pour la route? Un petit prono personnel? Je veux encore une fois pas être méchant, mais je vois honnêtement, en étant le plus objectif possible, attention, hein, vraiment en essayant de prendre un maximum de clés, Chelsea passer, Chelsea se qualifier demain. Je vois bien Chelsea renverser la Dakar comme ça. J'espère vraiment pour les supporters du PSG me tromper, mais voilà, je le sens ainsi en essayant de mettre un maximum de paramètres de part et d'autre. D'accord, très bien. Très bien. Et en tout cas, monsieur Bongali, je vous remercie encore une fois. Et puis, avec grand plaisir. Toute l'équipe de la web radio Ville Lumière vous souhaite une bonne soirée. Et puis, à très bientôt, j'espère. À très vite. Au revoir. Au revoir.